Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Heure des citoyens. Cette semaine, nous faisons le point des faits marquants de l'actualité hebdomadaire dans la région ouest-africaine. Nous débuterons par le Sénégal où le calendrier des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain a été dévoilé. Il y a un peu plus d'une semaine, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale. Les forces politiques en présence et la reconfiguration de la scène politique sénégalaise à un peu plus d'un mois des prochaines législatives, on en parlera dans un instant. Nous irons aussi en Guinée où le colonel Claude Pivy, condamné à la prison à perpétuité dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, a été arrêté au Libéria puis extradé. L'ancien ministre de la Sécurité présidentielle sur le capitaine Moussa Dadis Camara était en cavale depuis près d'un an après son évasion de la prison centrale de Conakry. On terminera par le Mali où une double attaque terroriste en début de semaine a visé deux sites importants dans la capitale Bamako. Des interrogations se posent sur la sécurisation de la capitale malienne dans un contexte de crise sécuritaire. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Nous débutons ce tour des faits marquants de l'actualité ouest-africaine de la semaine par le Sénégal où le calendrier des élections législatives a été dévoilé. Le pays se prépare à élire à nouveau ses députés après la dissolution du Parlement il y a un peu plus d'une semaine par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Pour en parler avec moi, en ligne, Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique sénégalais. En ligne également, Moussa Diao, enseignant, chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Je rappelle d'abord que le calendrier complet des élections législatives de novembre prochain a été dévoilé par la Direction générale des élections. D'abord, la liste des candidats retenus pour les législatives sera publiée au plus tard le 7 octobre prochain. La date de la campagne électorale a été fixée du 27 octobre au 15 novembre prochain. Les résultats de ces élections législatives devaient être connus au plus tard le 22 novembre. Et enfin, je vais rappeler qu'après la dissolution du Parlement, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a fixé au 17 novembre prochain la date des élections législatives anticipées. D'abord, Mamadou Sy Albert, est-ce que la dissolution du Parlement il y a un peu plus d'une semaine était très prévisible? Absolument, c'était une dissolution prévisible, à la limite programmée. Tout le monde savait que à l'issue de la présidentielle, quel que soit le président que les Sénégalais auraient désigné, ce président allait dissoudre l'Assemblée 2 ans après l'existence de l'Assemblée. Tous les candidats étaient d'accord sur le principe de la dissolution. Donc, le président Diomaye, il a fait. En plus, c'était une des promesses de sa campagne électorale, c'était de dissoudre l'Assemblée. C'était aussi de préparer des élections législatives. Donc, ce qui s'est rajouté peut-être dans le contexte politique, c'est ce conflit ouvert entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il n'y a pas eu du tout de consensus sur que ce soit le budget d'orientation, que ce soit le projet de dissolution des institutions du Haut Conseil, du Conseil économique, la déclaration de politique. Il y a eu vraiment des tensions à tel point que le président s'est rendu compte qu'il ne peut pas gouverner et mettre en place ces réformes avec une assemblée hostile à sa majorité présidentielle. Donc, les Sénégalais aussi, je crois, voulaient cette dissolution. Et je crois que la dissolution était à la limite programmée et même l'opinion était favorable à la dissolution de cette institution. Le président Bassirou Diomaye Faye a évoqué la dissolution du Parlement par l'impossibilité d'une collaboration franche avec l'ancienne coalition au pouvoir, majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors il a accusé ses députés de bloquer systématiquement ses projets de loi, l'empêchant de dérouler sa politique en toute sérénité. Moussa Diao, est-ce une raison justifiée pour dissoudre le Parlement? Ben oui, comme l'a dit Albert, c'était prévisible. Et avant d'arriver à cette décision, vous savez, le président a demandé l'avis du Conseil constitutionnel, du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale. C'est ça, les règles, la forme et le fond, avant de décider la dissolution. C'était incontournable, puisque rien ne pouvait se faire au niveau de l'Assemblée en termes de loi, de modification de loi, de proposition de loi,
sa politique, son programme ou le projet dont il parlait ne pouvait se réaliser avec cette assemblée qui lui est hostile. Par conséquent, c'est tout à fait logique qu'il procède à la dissolution de l'assemblée et de convoquer les Sénégalais pour lui donner une majorité confortable, laquelle majorité lui permettrait de dérouler son programme pour pouvoir bien gouverner. Sur le calendrier électoral, on l'évoquait encore il y a un instant, est-ce que tout sera tenable en tenant compte d'éventuelles contraintes de partis politiques ou de l'administration à gauche et à droite, Mamadou Sy Albert? J'en profite pour saluer professeur Diaw. C'est avec plaisir que je partage cet échange avec lui. Maintenant, pour le calendrier, il est ce qu'il est. C'est une conséquence de ce qu'on a vécu au niveau de la présidentielle en mars. La campagne a été écourtée, la préparation a été chaotique. C'est ça qu'on est en train de prolonger. Donc, c'est une élection présidentielle avec un processus réduit, avec une pression supplémentaire. Mais je pense que quelles que soient les difficultés à mobiliser les partis politiques, à entrer dans la campagne électorale, il faudrait que la majorité présidentielle et l'opposition acceptent les conditions. C'est une contrainte qui est normale et il faut voir aussi, l'objectif c'est d'arriver à tourner cette page des législatives et permettre au président, à partir de l'année prochaine, qu'il puisse avoir son budget, qu'il puisse avoir une institution parlementaire et que le Sénégal retrouve son cours normal, son cours politique. Et je crois que ça, tous les acteurs devraient accepter. C'est pas ce que les acteurs voulaient, mais la réalité est qu'il faut organiser les élections des législatives. Mamadou Sy Albert, des personnalités politiques dénoncent déjà un manque de concertation sur le calendrier. Qu'en pensez-vous? Je pense que vraiment c'est trop tôt de parler de processus électoral. Je vois mal comment cette majorité présidentielle pourrait se hasarder à torpiller un processus électoral, à ne pas respecter les règles du processus, à ne pas organiser une élection transparente. Cette majorité présidentielle, c'est elle qui a souffert de la gestion de l'ancien régime. C'est elle qui a souffert du processus électoral, des privations, du manque de transparence. Donc, c'est pas cette majorité-là qui va s'amuser à jouer avec un processus électoral. Je pense qu'il faut plus de sérénité de part et d'autre, que les acteurs et la société civile se retrouvent pour au moins avoir un minimum de consensus et qu'il y ait un scrutin transparent et libre, et que les Sénégalais, ils l'ont prouvé à la présidentielle, ils vont le prouver aux législatives. Les Sénégalais vont voter dans la sérénité, c'est eux qui vont départager et le pouvoir et l'opposition. La nouveauté pour ces élections législatives, c'est le parrainage qui saute. Les candidats n'auront plus besoin de recueillir un certain nombre de parrainages pour se présenter. Qu'en pensez-vous, professeur Moussa Diaw? D'abord, je partage vraiment ce débat avec plaisir avec Mamadou Sy Albert, qui est un analyste, un homme averti sur la situation politique du pays. Le contexte politique est assez complexe et on en a traversé beaucoup plus compliqué. Les élections présidentielles avaient des délais très courts et avec une forte tension. Le président de la République, et je pense qu'il est dans les délais. Et d'ailleurs, le ministre a convoqué l'ensemble des acteurs à une réunion d'information pour leur faire part des modalités d'organisation des élections législatives. Je pense que les règles du jeu seront respectées. Moi, je n'en fais pas de souci. Le Sénégal est habitué à organiser des élections, quels que soient les délais. Et là, les délais sont respectés. Je pense que cette opposition qui fait des griefs n'a pas été surprise. Elle a été surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à une dissolution anticipée au moment où elle est dispersée, fragmentée, que certains leaders cherchent à s'organiser, à mettre en place des coalitions, et on leur a coupé l'herbe sous les pieds.
et ils ne s'attendaient pas à une dissolution anticipée. Maintenant, il faut y aller. Les règles du jeu sont claires et il y aura une transparence. Je pense, comme le disait tout à l'heure Albert, cette majorité, l'exécutif a souffert de beaucoup de manquements et pourtant il est allé parce que il fallait y aller compte tenu de la situation politique. Maintenant, la situation politique, elle est là. L'exécutif a besoin d'une majorité. Il y a eu une forte tension entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Ça ne pouvait pas durer et on ne peut pas rester éternellement dans l'instabilité. Et que d'ailleurs, la force de l'opposition, sa présence dans l'espace politique, constitue une forme de mesure de l'état de la démocratie. Et donc, c'est très important qu'il y ait une opposition qui va rester républicaine, qui respecte les règles du jeu. Même si elle a été surprise, il faut qu'elle s'organise. Elle est obligée de s'organiser, quelles que soient les difficultés, et jouer les règles du jeu pour qu'on puisse organiser des élections transparentes, que les Sénégalais choisissent leurs représentants au niveau de l'Assemblée et que l'ordre politique et juridique soit respecté. Et bien sûr, que pensez-vous justement de ce parrainage qui saute pour ces élections législatives, professeur Moussa Diaw? Oui, le parrainage, vous savez, c'est un mécanisme qui a été décrié. Même la CEDEAO n'était pas d'accord pour dire que le parrainage n'était pas tel que c'est pratiqué au Sénégal. Ça a été imposé. C'était la majorité sortante qui l'avait imposé. Il n'y avait pas eu de consensus parce que la CEDEAO demandait à ce qu'il y ait un consensus, un débat et que entre différentes forces politiques qui s'entendent sur le mécanisme et de l'adopter. Mais ça n'a pas été le cas, ça a été imposé. Et on a vu les manquements de ce parrainage-là. Et aujourd'hui, compte tenu des délais, on ne peut pas se permettre d'organiser des élections avec des parrainages, puisque c'est très compliqué. Je pense que le fait de s'en passer maintenant, compte tenu des délais, je pense que c'est important. Et après, on verra avec des différentes forces politiques comment mettre en place un mécanisme permettant de faire des filtres pour éviter des candidatures fantaisistes. Les élections législatives au Sénégal, ce sera donc le 17 novembre prochain. On va parler cette fois des forces en présence, de la reconfiguration du paysage politique. Mamadou Sy Albert, une plateforme dénommée Alliance pour la transparence des élections a-t-elle, regroupant des personnalités se réclamant de l'opposition, a été formée jeudi à Dakar, avec pour objectif justement de lutter pour un processus électoral transparent et équitable. Est-ce qu'il faut voir là justement cette forme d'opposition au nouveau parti au pouvoir? Oui, disons que c'est une forme d'opposition qui vise à exercer une pression sur l'actuelle majorité présidentielle pour qu'il y ait de la transparence, pour qu'il y ait plus de participation de tous les acteurs politiques de la société civile. Je crois que c'est pas aussi une première au Sénégal. On a vécu dans le passé des fronts, des alliances, des regroupements. À chaque fois qu'il y a des élections, en général, particulièrement les élections présidentielles, l'opposition s'est toujours battue pour qu'il y ait un scrutin transparent, que les Sénégalais décident souverainement. Je crois que c'est une alliance qui vient de naître. Maintenant, cette alliance aussi, quand même, il faut le souligner, elle prêche à des convaincus. L'actuel président de la République, quand même, c'est un ancien prisonnier qui est sorti de la prison en pleine campagne. Ousmane Sonko, le chef du PASTEF, a été privé de tous ses droits. Beaucoup de responsables de l'opposition ont été brimés. Si vous regardez aussi, tous ces candidats qu'on a appelés spoliés ont été victimes. Donc, la majorité présidentielle, elle est victime. Je pense que cette opposition actuelle devrait quand même y aller de manière beaucoup plus sereine. On ne voit pas comment cette majorité pourrait ne pas respecter son propre combat. La transparence, le choix souverain du peuple, ça c'est des principes qui ont été à l'origine de cette majorité présidentielle. Je crois que normalement, il ne devrait pas y avoir de conflit entre cette alliance et la majorité présidentielle en matière d'organisation transparente, en matière de participation
politique en matière de respect du verdict des urnes. Je crois que cette majorité, elle est assez expérimentée. Et je pense que cette alliance, probablement, elle fait juste une propagande pour essayer de faire pression, pour essayer de voir comment elle peut avoir des gains politiques par rapport à l'organisation de ce scrutin. Professeur Moussa Diaw, est-ce que cette plateforme pourrait prendre la tournure d'une alliance politique électorale, hein? Elle regroupe quand même des figures importantes, des figures politiques importantes comme Bougane Gueye Dany, Khalifa Sall, Pape Djibril Fall, hein, et des anciens membres du parti au pouvoir, dont Abdombo. Oui, c'est une plateforme qui pourrait peut-être avoir une mutation et devenir une coalition, mais ce n'est pas encore le cas. C'est tout à fait normal hein, que ces acteurs politiques puissent se retrouver dans l'opposition et essayer de s'organiser compte tenu du contexte. Je pense que je partage le point de vue de Albert hein, par rapport à des inquiétudes sur la transparence du scrutin. Je ne me pose pas de questions là-dessus parce que je pense que ceux qui sont aujourd'hui au niveau du pouvoir ils l'ont vécu. Et ils ont toujours montré leur volonté de mettre des structures transparentes et je pense qu'ils s'attelleront à organiser des élections transparentes. Je pense que ce n'est pas là le problème. Là, l'opposition est en train de s'organiser. C'est une stratégie. Hein. C'est une stratégie pour se regrouper d'abord et ce sera difficile hein, compte tenu de ces personnalités. Et je reviens justement au résultat des élections, de l'élection présidentielle, tous les acteurs qui sont là-bas, que ça Khalifa Sall et autres, ont obtenu des résultats décevants à l'élection présidentielle, ceux qui se sont présentés. D'autres, donc, c'est devenu aphone, comme Déthié Fall, du journaliste Fall. Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall, ce résultat, c'est dérisoire, c'est zéro et quelques. Et donc, tous les acteurs qui sont là-bas, la plupart, c'est des acteurs médiatiques. Hein. Et puis, ce n'est pas en agrégeant un certain nombre de leaders politiques qu'on peut constituer une coalition, parce qu'une coalition, ça se prépare. Il faut d'abord une offre politique partagée, il faut une stratégie, il faut... Mais bon, ça, c'est la façon de voir. C'est une opposition disparate. Hein. La plupart, il y en a qui ne sont pas encore là. Benno Bokk Yakaar, cette coalition a été dissoute par le président, son ancien président, donc le président Macky Sall, et qui appelait à la mise en place d'une large coalition adaptée aux réalités du moment. Et puis, vous avez, on n'a pas vu ce qu'on peut considérer comme l'opposant premier, c'est-à-dire Amadou Ba, qui a eu 35% des élections, de l'élection présidentielle. Il n'a pas participé. Il était en train de consulter les différents acteurs pour la mise en place d'une structure, d'une coalition. Ça veut dire que c'était vraiment, cette opposition est dispersée. Elle est dispersée et n'a pas les mêmes jeux d'intérêt. Et donc ça, c'est problématique pour la mise en place, même s'il y a la mise en place d'une coalition, même s'il y a cette plateforme-là pour des élections transparentes, c'est normal d'aller vers ce sens-là, mais il faudrait naturellement s'entendre sur la mise en place d'une coalition dans un contexte un peu particulier où l'opposition est divisée. Mamadou Sy Albert, le professeur Moussa Diaw le soulignait, comment pourrait se positionner l'ancien parti au pouvoir? Il parlait tantôt de la dissolution de la coalition, l'ancienne coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, qui a été annoncée, et le départ de plusieurs cadres, dont l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui avait porté les couleurs de la coalition à la dernière présidentielle. Dans ce contexte, comment pourrait bien se positionner l'ancienne coalition au pouvoir à ces législatives à venir? Ça va être extrêmement difficile pour l'ancien parti au pouvoir, en l'occurrence l'Alliance pour la République. Son président est à l'étranger et il n'y a pas aujourd'hui, on ne sent pas l'APR capable de participer activement à la prochaine élection. C'est un parti très affaibli.
c'est un parti qui a perdu de l'influence et on le voit même après la dissolution de la coalition Benno. L'APR n'est pas aujourd'hui au cœur de toutes les tractations qui se mènent, que ce soit au niveau de l'Alliance pour la transparence, que ce soit le Front social et républicain. L'APR est en train peut-être de sauver les meubles. C'est difficile pour l'ancien parti au pouvoir. Ils ont l'idée qu'ils ont avancé une alliance des libéraux et des démocrates. Même là, c'est juste une annonce. On ne voit pas comment l'APR pourrait aujourd'hui constituer des listes au niveau national, au niveau départemental, mener une campagne. Ça va être extrêmement difficile pour l'APR. On le voit même, les opposants qu'on a, à la limite, c'est des opposants qui jouent une bataille par procuration, que l'APR devrait être au cœur, l'APR est absent. Il y a de nouveaux dirigeants qui émergent, qui veulent prendre la place de l'APR. Et je crois que, en tout cas, ça va être un test majeur. Après la défaite du PS et du PDS qui n'ont jamais su revenir au pouvoir, est-ce que l'APR va être capable de revenir à l'Assemblée nationale ou est-ce que l'APR va subir ce que le PS a connu, ce que le PDS a connu, d'autant que le contexte politique n'est pas du tout favorable à l'APR. On a une majorité très soudée qui se met en place. Je crois que je dirais pas que c'est une bataille perdue, mais il faudra beaucoup de réactivité au niveau de l'APR pour espérer avoir au moins un groupe parlementaire aux prochaines législatives. Et bien sûr, on arrive pratiquement au terme de cette discussion. On terminera par l'ancien Premier ministre Amadou Ba et la coalition au pouvoir, justement. Amadou Ba a entamé des concertations pour lancer sa propre formation politique, dénommée Nouvelle Responsabilité. Moussa Diaw, est-ce qu'il se positionnera pour les législatives à venir, histoire de se faire peut-être connaître sous sa nouvelle bannière ? Il parle de nouvelles responsabilités, mais on a envie de savoir ce que c'est, cette nouvelle responsabilité, et qu'est-ce qu'il tire de l'ancienne responsabilité. Il faut une clarification. Je pense qu'il a énormément de difficultés. Des difficultés d'abord politiques, parce qu'il a du mal à tenir un discours politique, je veux dire, clair. Ensuite, il a du mal à donner une personnalité à une force politique. Parce que l'engagement politique, c'est autre chose que d'avoir tout sur le plateau et d'être désigné. Aller sur le terrain politique, ça demande beaucoup d'efforts, d'abnégation, ça demande de l'efficacité et de combativité. Je pense que c'est ça, ça lui manque beaucoup. Et à mon avis, et les autres ne vont pas lui faciliter la tâche. Ce sera très difficile et je crains qu'il y ait un raz-de-marée de l'autre venant justement de l'actuelle majorité, de l'exécutif, qui pourra tirer profit de cette fragmentation de l'espace politique, de cet affaiblissement des formations politiques qui étaient au pouvoir et de tourner cette page-là pour une transformation systémique. Et aujourd'hui, on est dans cette cas de figure où il sera très difficile à cette majorité sortante de sauver les meubles dans un contexte politique particulier où la dissolution anticipée de l'Assemblée a surpris beaucoup de leaders politiques qui étaient dans une phase de consultation, de concertation. Et là, ils sont obligés d'accélérer pour pouvoir mettre en place des structures pour pouvoir exister au niveau de l'espace politique sénégalais. Mamadou Sy Albert, tout comme le professeur Moussa Diaw, est-ce que vous pensez également que ce sera trop tôt pour Amadou Ba de s'afficher lors des élections législatives à venir? Est-ce que vous pensez qu'il aura également autant de difficultés? Je pense que le professeur Diaw a raison. Amadou Ba est dans un contexte qui ne lui est pas favorable. Il a peut-être la bonne intention de créer son parti, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose au niveau politique. Il n'arrive pas à mettre en place un appareil politique. Et cet appareil politique, c'est ça qui pourrait peut-être faire la différence avec l'APR, qui est son principal rival. Là, il n'a pas d'appareil. Il peut pas, à mon avis, concurrencer
l'APR par rapport aux législatives. L'APR a au moins des députés sortants, l'APR a des élus, l'APR a des conseillers. Tout le secteur décentralisé est encore sous le contrôle de l'APR. Donc, sans un parti, Amadou Ba pourra difficilement déstabiliser l'APR. Si vous prenez également les autres franges de l'opposition, l'influence de Amadou Ba est telle qu'il n'est pas le fédérateur de l'opposition. Aujourd'hui, c'est d'autres leaders très jeunes, inexpérimentés, qui veulent diriger la lutte de l'opposition. Amadou Ba est absent dans cette bataille de leadership pour organiser, impulser l'opposition. Donc, Amadou Ba a un retard quand même politique par rapport à ses alliés éventuels dans l'opposition, par rapport à l'APR qui est son rival. Il est en retard aussi par rapport à cette majorité qui se met en place. Je pense que le mieux, ce serait qu'Amadou Ba dirige une liste pour au moins marquer de son empreinte les législatives. Est-ce qu'il va mettre en place une liste, un mouvement qu'il va diriger pour aller parler aux Sénégalais, récupérer les 35% qu'il a eu à la présidentielle? Là aussi, c'est vraiment l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce que Amadou Ba prépare pour les législatives. Est-ce que aussi il a une chance par rapport à cette majorité présidentielle, par rapport à l'APR? On verra qu'est-ce que Amadou Ba. En tout cas, les Sénégalais attendent d'Amadou Ba certainement une offre politique. C'est là la difficulté d'Amadou Ba. Et on verra. Est-ce qu'aux législatives, il va faire une offre aux électeurs sénégalais? Et bien sûr, on va terminer par là. Chacun réagira à tour de rôle. Le parti au pouvoir, le PASTEF, est confiant en allant à ces élections au vu du score réalisé lors de la dernière présidentielle. Professeur Moussa Diaw, au vu du contexte politique actuel, est-ce que vous pensez que le PASTEF ira à ces élections législatives avec quand même un certain confort, comme ce fut le cas lors de la dernière présidentielle? La particularité de l'élection, c'est l'incertitude. Aucune élection n'est gagnée d'avance par rapport justement à un contexte politique non clarifié, très difficile. Je pense que le PASTEF doit s'organiser. Il y a une coalition, il faudra identifier cette coalition, élaborer une stratégie. Ils ont une offre politique, c'est ça la différence par rapport aux autres. Albert parlait d'Amadou Ba qui n'a pas d'offre politique. Oui, c'est vrai. Il n'a aucun discours novateur, je disais tout à l'heure, par rapport à l'APR. Parce que l'APR, c'est le bilan de Macky Sall, c'est le Sénégal émergent. Il s'appuie là-dessus pour tenir un discours politique. Amadou Ba n'a rien s'il veut concurrencer l'APR dans un contexte politique très difficile. Et donc, parallèlement, il faudra voir que le PASTEF va s'organiser. Il y a une alliance qui était là pour les présidentielles et il faudra renforcer cette alliance-là. Il y a un discours politique, il y a une offre politique et puis il y a aussi ce qu'on appelle les réductions des comptes qui constituent l'épée de Damoclès qui pèse sur cette opposition nouvelle. Et là, la plupart des acteurs, des leaders politiques sont cités sur des listes des gens qui sont interdits de sortir du territoire. Donc ça, c'est problématique politiquement. C'est un handicap qui pèse psychologiquement sur un certain nombre de leaders pour leur permettre de développer leur politique. Mais dans tous les cas, l'exécutif, le PASTEF et ses alliés doivent travailler davantage, se renforcer, parce que je parlais de la particularité des élections législatives, que surtout au niveau départemental, quand votre liste arrive en tête, vous raflez la mise. Et donc, c'est ça qui permet, qui est un avantage certain pour le pouvoir de gagner beaucoup de députés au niveau des départements et puis d'aller au niveau national, sur les listes nationales avec beaucoup d'avance par rapport aux autres. Donc, il y a un travail de fond et ne pas négliger, sous-estimer les capacités aussi de l'opposition à s'organiser et à mener le combat sur le terrain politique. Je pense que c'est ça qui va renforcer la démocratie, tout cela dans la transparence permettant aux Sénégalais de choisir leurs représentants
de façon très sereine et permettre une stabilité retrouvée au niveau politique. Mamadou, si Albert, on va terminer par vous. Vous pourriez réagir, bien sûr, par rapport à la question précédente. Et la question que j'aimerais poser également, c'est des interrogations se posent sur finalement le rôle que jouera Ousmane Sonko aujourd'hui, Premier ministre. Est-ce que le secrétaire général du PASTEF sera la tête de liste du parti lors des élections législatives à venir, quand on sait qu'il est par ailleurs Premier ministre? Oui, je crois que ce ne serait pas une surprise si Ousmane Sonko dirige la liste. C'est ce qu'il a fait, que ce soit les élections locales, les élections législatives, la présidentielle. Ousmane Sonko est de fait le chef d'orchestre du PASTEF, de la coalition Diomaye. Donc, ce ne sera pas une surprise. C'est lui qui est quand même le chef du PASTEF. Et je crois que ce serait à son honneur de conduire la liste et de donner à son président qu'il a désigné, qui a été élu, qui lui donne une majorité confortable. Ça, ce serait à son honneur. Ça va être un couronnement de l'action politique de Ousmane Sonko en tant que chef du PASTEF, en tant que chef de la coalition. Mais maintenant, c'est vrai qu'il est assez influent, c'est le leader, mais dans le contexte actuel, le PASTEF doit quand même élargir sa vision, chercher une majorité au-delà des frontières du PASTEF. Il faut associer les alliés. Il ne faut pas avoir une majorité parlementaire avec une dominante écrasante du PASTEF. Ils doivent trouver un équilibre entre le PASTEF et les alliés. Et je crois que ça aussi, c'est une des fonctions de Ousmane Sonko. Qu'il puisse avoir des listes, une liste nationale, des listes départementales, qu'il ait une rupture avec l'Assemblée telle qu'on la connaît. Il ne doit pas favoriser une Assemblée mécanique composée uniquement avec des responsables du PASTEF. Et je crois que s'ils arrivent à avoir une majorité au niveau de l'Assemblée conforme aux attentes des populations, là, ça va être une grande victoire pour le PASTEF et pour la coalition Diomaye président. Professeur Moussa Diaw, rapidement avant de se quitter, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à Ousmane Sonko qui pourrait être la tête de liste du PASTEF malgré qu'il est quand même Premier ministre? Oui, c'est tout à fait normal. Il est Premier ministre, en même temps chef de parti. Sa position lui permettrait, en même temps très populaire et capable de mobiliser sur des acteurs, des jeunes. Et donc, je pense qu'il reproduira la même stratégie qui lui a permis de placer Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État. Et donc, je pense qu'il sera choisi comme tête de liste pour mener le combat sur le terrain politique afin d'obtenir justement cette majorité confortable qui lui permettrait de dérouler le programme de PASTEF pour lequel il est élu. Et que Diomaye Faye est élu et qui est partagé largement au vu des résultats par les Sénégalais. Et je pense que ce ne sera pas surprenant de voir Ousmane Sonko tête de liste pour les élections législatives au nom de son parti, au nom de la coalition qui avait accompagné Bassirou Diomaye Faye. Et nous arrivons donc au terme de cette première partie. Merci à vous, Moussa Diaw. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Merci également à vous, Mamadou Sy Albert. Vous étiez également en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique sénégalais. Direction à présent la Guinée où après près d'un an de cavale, le colonel Claude Pivy est de retour à la case prison. Arrêté au Libéria dans la nuit de mardi à mercredi, l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle, Soudadis Camara, a été extradé et est désormais incarcéré à la prison civile de Koya, non loin de la capitale Conakry. En novembre 2023, Claude Pivy s'est évadé de la prison centrale de Conakry alors qu'il était jugé dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Il a finalement été condamné il y a 2 mois à la prison à perpétuité pour son rôle dans le massacre de civils en 2009 en Guinée. Pour en parler avec moi, en ligne de Conakry, Boussiriou Diallo, partie civile au procès du massacre du 28 septembre 2009, membre de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. En ligne également, notre correspondant permanent en Guinée, Tcherno Alpha Ibrahima Baldé, qui a couvert cette actualité.
Boussiriou Diallo, je vais commencer par vous. Cette arrestation du colonel Claude Pivy, pourquoi était-il important pour votre organisation? Quel est votre sentiment? En tant que partie civile au procès des événements du 28 septembre et membre de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, nous avons toujours œuvré pour que toutes les personnalités qui ont été citées dans le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies répondent de leurs actes. Cela sans aucune discrimination. Nous avons vraiment bataillé pendant des années aux côtés des juges pour que jusqu'au moins gradé, que toutes ces personnes puissent répondre de leurs responsabilités. Concernant le cas du colonel Claude Pivy, son extradition vers la Guinée constitue l'aboutissement d'un processus de coopération entre les États au statut de Rome et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale que nous avons saisi via les canaux de communication officiels dès le lendemain de l'évasion du colonel Claude Pivy. Et comme vous le savez, le bureau du procureur repose son action sur les États parties qui coopèrent à toutes les actions. Et ce bureau aussi avait signé un MOU, c'est-à-dire une convention avec l'État guinéen dans laquelle chacune des deux parties devrait jouer un certain nombre de rôles pour veiller à ce que le procès puisse se tenir de bout en bout. Alors, le colonel Claude Pivy, comme vous le savez, il a été inculpé et condamné à la perpétuité. Et si vous voulez, par contumace, parce qu'il n'était pas en détention au moment des faits. Aujourd'hui, son extradition vers la Guinée aussi rassure les victimes qu'il y a derrière un effort de justice qui est fait pour veiller à ce que personne ne puisse échapper. Et le sentiment d'insécurité qui s'était beaucoup aussi développé, la peur chez certaines victimes qui avaient cité directement le colonel Claude Pivy, peut aujourd'hui être complètement dissipé. La peur peut changer de camp et nous estimons que c'est une grande victoire pour la justice et pour les victimes. Tcherno Alpha Ibrahima Baldé, alors qu'est-ce qui se dit en Guinée au sein de l'opinion publique après l'arrestation de Claude Pivy? Son évasion avait été très suivie dans le pays, tout comme le procès du massacre du 28 septembre durant lequel il a été condamné. Évidemment, Alpha Bakar, d'abord, il faut noter que c'est les réseaux sociaux qui ont informé les Guinéens de l'arrestation du colonel Claude Pivy vers le Libéria dans la nuit du mardi au mercredi. Cela a été confirmé le matin par les autorités guinéennes de l'arrestation du colonel Claude Pivy vers le Libéria où il s'était refusé depuis 10 mois. Il faut dire que le colonel Claude Pivy a été extradé à Conakry dans la nuit du mercredi au jeudi, au bord d'un hélicoptère de l'armée guinéenne. Donc, il a été reçu par la gendarmerie nationale et les éléments du groupement spécial. Je veux parler du groupement des forces spéciales. Donc, il faut dire qu'Alpha, au niveau de l'opinion, c'est un soulagement parce que beaucoup de personnes craignaient, surtout les victimes. Vous avez suivi Boussiriou qui disait tout à l'heure les victimes avaient peur parce que vous savez le colonel Claude Pivy est cité comme l'un des cerveaux, l'un des meneurs des événements du 28 septembre 2009. Donc chez les victimes c'était la peur. Donc aujourd'hui l'arrestation et l'extradition du colonel Claude Pivy vers Conakry est très bien suivie et très bien accueillie au sein de l'opinion guinéenne. Boussiriou Diallo, est-ce qu'il faut mettre l'arrestation du colonel Claude Pivy sur le compte de la volonté réelle des autorités guinéennes? L'État guinéen n'avait de choix que de faire son travail conformément à ses engagements internationaux. La Guinée est partie au statut de Rome et on a ratifié le statut de Rome en tant qu'État en 2003. Donc, ça y va de soi que nous ne pouvons pas nous soustraire de nos obligations internationales. C'était un défi qu'il fallait relever parce que c'était soit la Guinée ou bien le bureau du procureur de la Cour pénale internationale allait reprendre le dossier. Donc, lorsque le colonel Claude Pivy s'est évadé de la prison, nous avons vraiment alerté nos partenaires au niveau international qui ont dans l'ombre travaillé avec les autorités guinéennes et les États voisins pour que chaque partie puisse vraiment jouer son rôle en matière de coopération, pour que dans la recherche de ce fugitif qui était devenu une priorité, pour que vraiment tous les efforts soient vraiment déployés en termes de renseignement, en termes de coopération entre les États, parce que vous savez, chaque État est quand même souverain et jaloux d'un certain nombre de choses comme la sécurité intérieure.
Mais quand il s'agit de rechercher des personnes accusées de crimes internationaux, les États mettent de côté leur souveraineté et coopèrent parce que c'est une question de justice internationale. Donc oui, nous saluons en partie la volonté vraiment des autorités judiciaires guinéennes, mais aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment aussi saluer beaucoup, c'est vraiment le travail de nos partenaires au niveau international qui veillent sur le mandat du bureau du procureur de la CPI et qui font beaucoup d'efforts pour que, en tout cas, toutes les personnes suspectées de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes d'agression et de crimes contre l'humanité puissent être recherchées partout où ils se trouvent sur la terre et puissent vraiment répondre de leurs actions. Donc, nous savons réellement que il y a eu une mutation au niveau de l'appareil judiciaire. Le nouveau garde des Sceaux, qui est magistrat chevronné, qui a gravi beaucoup d'échelons dans l'appareil judiciaire. Et c'est quelqu'un qui travaille dans la plus grande discrétion. Et nous estimons que ça a vraiment payé parce que les réformes aussi n'ont pas besoin de bruit. Et aujourd'hui, le résultat qui est là, c'est vraiment quelque chose que nous saluons et nous espérons que, en tout cas, aussi, les droits du colonel Claude Puvis seront aussi respectés parce que vous savez le travail des défenseurs des droits de l'homme, c'est à ce niveau qu'il est très compliqué. Et c'est pas que c'est un accusé qui a été vraiment repris ou un condamné qui a été repris qu'il faut vraiment le jeter en pâturage, mais pour nous il faut le traiter dignement. Et nous avons été en partie un peu choqués par les images qui circulaient, le montrant un peu de façon un peu déshumanisante. Mais hier, quand même, quand on l'a vu dans un petit boubou jaune, au petit écran de la RTG, on a quand même exprimé une certaine reconnaissance et une certaine fierté. Parce que faut pas aussi qu'on oublie que le colonel Claude Puvis a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Une fonction ministérielle n'est pas à banaliser. Quels que soient aujourd'hui les faits pour lesquels il est accusé, d'abord, nous veillons à ce que la dignité humaine soit vraiment protégée et qu'elle soit respectée. Et il faut aussi veiller à ce que sa sécurité ne soit pas menacée parce que nous partons en appel. Le procès, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Donc, peut-être il y a des gens qui ne voudraient pas que colonel Claude Puvis, peut-être, ait la possibilité de parler pendant la phase d'appel. Et bien sûr, Boussirou Diallo, vous parlez tantôt également de la sécurité du colonel Claude Puvis. Est-ce que vous vous inquiétez pour son état de santé? Absolument. D'ailleurs, nous avons demandé vraiment à ce que la question sanitaire soit vraiment une des priorités. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez, les détenus doivent avoir accès à des soins médicaux appropriés, convenables et dans le respect des secrets vraiment du bulletin de santé de chacun. Donc, nous veillons à tous ces petits détails qui sont extrêmement importants, la question sanitaire, la question sécuritaire et la question de la dignité de toutes les parties prenantes dans ce procès-là. Et il a vraiment aujourd'hui un visage de quelqu'un qui est affaibli, de quelqu'un qui est très malade, contrairement à la période pendant laquelle il comparaissait. Aujourd'hui, c'est un homme vraiment exténué que nous avons vu apparaître au petit écran et nous voulons réellement que les autorités judiciaires vraiment cette fois-ci prennent toutes les dispositions, même si ça a été affirmé ou bien réaffirmé par le juge Kairaba Kaba, le ministre Kairaba Kaba, mais nous voulons à ce que sa sécurité soit renforcée jusqu'au niveau de sa cellule où il est détenu actuellement. Et on parlera justement de la prison où il est détenu. Mais avant, Boussirou Diallo, j'aimerais qu'on revienne également sur le soulagement des victimes dont vous avez évoqué, au-delà justement de cet aspect sécuritaire des victimes, surtout celles qui ont témoigné contre le colonel Claude Puvis lors du procès du massacre du 28 septembre. Est-ce qu'il y a quelque part une forme de sentiment où on se dit oui, justice a été rendue, il a été arrêté et il sera incarcéré, il purgera une peine pour les crimes qu'il a commis selon le verdict du tribunal? Bon, vous savez, actuellement, nous, au niveau des parties civiles, nous veillons à ce qu'il y ait moins de communication de la part des victimes parce qu'il ne faut pas voir la personne des accusés, il faut voir leur support, leur soutien qui sont derrière. Il y a une loi qui protège les victimes, les témoins et les personnes à risque qui a été adoptée et promulguée à quelques jours de l'ouverture du procès. Mais laissez-moi vous dire que cette loi, elle est très méconnue. Elle est très méconnue même par les acteurs de la justice. Alors que cette loi, elle protège vraiment les victimes à tous les niveaux, avant, pendant, après les procès. Donc aujourd'hui, nous sommes en train
déjà de travailler parce qu'on connaît toutes les victimes potentiellement qui sont à potentiel risque ou qui sont dans des situations à risque ou qui vivent dans des quartiers populaires. Nous les avons identifiées, cartographiées et nous sommes en contact avec ces victimes. Pour veiller à ce que rien ne puisse leur arriver, nous maintenons le contact permanemment, bien entendu en travaillant avec les structures chargées de l'application de cette loi sur la protection des victimes, des témoins et des personnes à risque. Mais c'est un crime de masse. C'est très important que les uns et les autres le comprennent. Nous avons des moyens très limités, nous sommes des ONG. Nous ne pouvons pas assurer la protection de toutes les victimes. Il revient à l'État de mettre en place un mécanisme holistique de protection de toutes les parties prenantes à ces procès, des juges jusqu'au niveau des victimes. C'est extrêmement important. Nous sommes dans une situation de transition où des intérêts sont en collision, où parfois on ne sait pas les agendas des uns et des autres, est-ce qu'ils convergent vers un même idéal. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas intérêt à ce que la vérité soit connue, parce qu'en appel, c'est pas exclu que d'autres personnes soient citées. Il y a une deuxième phase du procès qui va être organisée. C'est un procès de masse et qui nécessite réellement de gros efforts, de gros engagements. Donc, au niveau interne, nous travaillons avec des moyens très limités, pour dire vrai, mais nous essayons de faire ce que nous pouvons pour protéger quelques victimes, pas toutes. Vous avez des centaines de victimes éparpillées dans Conakry avec des moyens très limités, et que ce soit à leur niveau, que ce soit à notre niveau. Parce que d'ailleurs, ce qui préoccupe aujourd'hui les victimes, c'est la question des réparations qui pose problème. Vous voyez, il y a eu un arrêté, un verdict qui est tombé qui demande des réparations par catégorie de victimes, mais jusqu'à présent, cette décision peine à être exécutée. Thierno Alpha Ibrahima Baldé, Claude Pivie a été incarcéré à la prison centrale de Koya. C'est là qu'il purgera sa peine. Les autorités ont annoncé le renforcement de la sécurité autour de cette prison. Qu'en est-il exactement ? Évidemment, l'information a été confirmée aujourd'hui par le collectif d'avocats qui défend le colonel Claude Pivie, parce que hier, le parquet avait annoncé que Claude Pivie a été ramené à la maison centrale de Conakry, mais le garde des Sceaux, le soir, a annoncé qu'il a été transféré à la prison civile de Koya. Vous savez, c'est une prison qui a été tout récemment rénovée, et le dispositif sécuritaire a été renforcé, l'aspect droits humains a été aussi pris en compte. Donc, on peut dire aujourd'hui que c'est la prison vraiment luxe à Guinée. Le colonel Claude Pivie a été transféré là. Les éléments de la gendarmerie ont été envoyés là-bas aussi pour renforcer la sécurité, et ils ont ajouté à cela les éléments du groupement des forces spéciales. Tout ça, c'est pour pallier à une éventuelle attaque de la prison, parce que hier, le procureur général de la cour d'appel de Conakry disait qu'il y a encore des risques, parce que vous savez, jusqu'à présent, le fils du colonel Claude Pivie, je veux parler de Verny Pivie, qui était le commando, le chef du commando, qui était venu attaquer la prison civile de Conakry, est toujours en cavale. Il n'a pas été arrêté, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, que Claude Pivie a été arrêté avec son fils. Non, il n'a pas été arrêté. Le procureur a précisé hier que le mandat d'arrêt décerné contre lui est toujours en vigueur. Fallou a dit qu'effectivement, qu'il y a des risques que les prisons soient aussi attaquées. Donc, c'est pour cela qu'ils ont pris toutes les dispositions pour renforcer plus la sécurité autour de la prison civile de Koya, où séjourne désormais le colonel Claude Pivie. Il faut noter que les autres accusés, je veux parler du capitaine Moussa Dadis Camara, les Kekboro, les Toumba et Marcel, sont tous, eux, à la maison centrale de Conakry. Le dispositif sécuritaire est aussi renforcé au niveau de la maison centrale de Conakry depuis l'attaque du 4 novembre 2023. Et Boussirou Diallo, est-ce que ça vous rassure de savoir le colonel Claude Pivie à la prison civile de Koya avec un dispositif sécuritaire très renforcé? Oui, en partie, ça nous rassure. Hein. Pour dire vrai, nous sommes très à l'aise avec vraiment cette mesure qui a été prise. Mais je vais vous dire que d'abord, nous, dès le début, on était très inconforté de voir que ces accusés ont bénéficié d'un traitement spécifique. On comprend, oui, on a voulu charmer un peu la communauté internationale parce qu'ils venaient dans de gros boubous, ils venaient vraiment avec des moyens de déplacement un peu luxueux, contrairement aux autres détenus de droit commun.
ils les ont mis dans des cellules selon des tiers que nous, on ne contrôle pas, on ne connaît pas. Et collaborer, si vous avez suivi un peu le procès, vous sentirez que Toumba était plus isolé par rapport aux autres et il y avait vraiment une sorte de soutien entre certains accusés au détriment de Toumba, et Toumba avec aussi des alliés contre certains. Donc, les avocats aussi ont beaucoup surfé sur cela pour pouvoir un peu même jouer contre le parquet. Nous, aujourd'hui, on est très mal à l'aise. Sur 11 accusés, on a perdu 5. On a perdu 5 déjà qui sont en liberté. Et dans 2 ou 3 ans, on perdra aussi 2. Donc, il ne restera que 4, notamment le capitaine Dadis Camara, Claude Pivy, Tchekboro et Blaise Gomou. C'est les 4 qui vont rester sur la durée, sur les 20 ans et sur la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, si sur 11, on perd 7, c'est quelque chose vraiment qui nous met mal à l'aise. Mais c'est aussi ça le travail de la justice. On ne peut pas s'opposer si c'est pas par les voies autorisées. On ne peut qu'exercer qu'il y ait des recours. Mais si on avait isolé ces détenus en prison, on aurait pu détecter qui dit vrai, qui ment. Mais ça n'a pas été fait, peut-être ça a échappé vraiment au parquet et c'est passé. Dans d'autres pays, on sépare les détenus qui sont accusés pour les mêmes faits, pour les empêcher vraiment de collaborer et puis de communiquer vraiment dedans. Et on sait combien de fois la maison centrale était poreuse. On savait combien de fois les gardes pénitentiaires étaient sous-payés par des moyens de corruption. Ils pouvaient laisser passer certains écrits qui pouvaient arriver même à certains détenus. Mais aujourd'hui, du fait que Pivy a été envoyé à Koya, c'est beaucoup plus même bien pour lui que pour nous les victimes. C'est quelque chose qui nous met vraiment très à l'aise de voir que au regard de son état de santé très affaibli, au regard du précédent lié à son évasion, en tout cas, des dispositions sont prises pour le mettre dans un environnement plus sécurisé, plus confortable, où il peut avoir accès à des soins de santé vraiment décents pour pouvoir récupérer rapidement. Donc, sur la question, on va suivre, hein, c'est aussi prématuré de faire certaines projections. La Guinée, c'est un pays qui a beaucoup de surprises. Nous allons veiller sur tout ça et voir qu'est-ce que cela va donner dans les prochains jours. Boussirou Diallo, est-ce que vous êtes également inquiet quand on sait que Verny Pivy, le fils du colonel Claude Pivy, qu'il avait fait évader de la prison centrale de Conakry, est toujours en cavale? Oui, mais même si ce n'est pas lié, ce jeune a démontré qu'il est capable de mettre en exécution ses menaces, parce que ce qu'il avait dit, il l'a fait. Venir attaquer la prison de Conakry en plein centre-ville, en plein centre administratif, en pleine nuit, c'est quand même osé. Aujourd'hui, il n'a pas été arrêté, même s'il n'est pas lié aux événements du 28 septembre. Mais pour dire vrai, nous restons toujours inquiets. Nous restons toujours inquiets parce que c'est quelqu'un qui est reconnu être très redoutable, très aguerri par rapport à certains événements. Et la Guinée, c'est un pays où il y a toujours eu des manipulations à caractère communautaire, et la politique aussi surfe beaucoup sur la propagande. Voilà, on va observer tout cela, comme je le disais tout à l'heure. On ne peut pas, nous, en tant que parti civil, se prononcer sur les paramètres qui pourraient y arriver. Tcherno Alpha Ibrahima Baldé, ce sera quoi la suite pour Verny Pivy? Qu'est-ce que les autorités en disent? Est-ce que c'est rassurant quand on sait que le colonel Claude Pivy a été arrêté après plusieurs années de cavale? C'est quoi la suite finalement? C'est que le procureur a réaffirmé que le mandat d'arrêt qui a été décerné contre Verny Pivy est toujours en vigueur, que la coopération aussi va se poursuivre avec le Libéria et la Sierra Leone pour voir si ils vont retrouver Verny Pivy qui peut-être selon eux se trouve toujours au Libéria parce que c'est là-bas où était le colonel Claude Pivy. Et nous arrivons donc au terme de la seconde partie de ce programme. Merci à vous, Boussirou Diallo. Je rappelle que vous étiez en ligne avec nous de Conakry. Vous êtes partie civile au procès du massacre du 28 septembre 2009. Vous êtes par ailleurs membre de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Merci aussi à vous, Tcherno Alpha Ibrahima Baldé. Vous étiez également en ligne avec nous de Conakry. Je rappelle que vous êtes notre correspondant permanent en Guinée. Et nous en venons à la dernière partie de ce programme. La vie a repris dans la capitale malienne Bamako après la double attaque terroriste qui a visé l'école de gendarmerie et une base militaire à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou, deux sites importants de la capitale Bamako. Des interrogations se posent depuis sur la sécurisation de la capitale malienne dans un contexte de crise sécuritaire. On en parle en ligne avec Mohamed Maïga, spécialiste des questions sécuritaires au Sahel central.
Mohamed Maïga, quelle analyse faites-vous de la double attaque mardi à Bamako, revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM? Je pense tout d'abord que c'est une attaque comme une autre, hein. Il ne faut pas oublier tout d'abord de souligner que le Mali, comme d'autres pays du Sahel central, le Niger et le Burkina Faso notamment, sont des pays qui sont exposés depuis plus d'une décennie maintenant aux incursions djihadistes et à la menace permanente des groupes djihadistes et des groupes armés de façon générale. Il faut savoir que la lutte contre le terrorisme n'est pas une chose facile et que dans tous les cas, il faut que ces pays-là s'attendent, tant que ce combat, cette guerre continue, à des attaques de ce type-là. Une double attaque qui a visé l'école de gendarmerie et l'aéroport international de Sénou. Un avion de la flotte présidentielle a été incendié. Alors comment expliquer que des sites aussi stratégiques aient pu être atteints quand on sait que le pays est quand même en alerte au vu du contexte sécuritaire? Bamako est une ville sécurisée. Il faut y aller pour voir. C'est comme d'autres villes au Sahel central qui sont des villes très sécurisées, mais voilà, des actions de ce type-là, comme on peut avoir des attentats dans n'importe quel pays, ces actions de ce type-là ne sont pas à exclure. Alors, je pense aussi que l'effet attaque djihadiste a fait effet. Mais par ailleurs, il faut savoir que c'est une attaque qui a été globalement maîtrisée et assez rapidement maîtrisée. Des attaques des terroristes, on en voit un peu partout, notamment dans les grandes villes. Au Sahel, comme partout dans le monde, les groupes djihadistes ont montré qu'ils sont capables de frapper dans certains endroits. Donc ce n'est pas typiquement lié à Bamako. Je pense qu'il faut relativiser dans ce sens-là. Cette attaque soulève beaucoup de questions, dont la vulnérabilité de la capitale Bamako. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut un peu nuancer sur le parallèle entre la sécurité et la capacité des groupes djihadistes de frapper, puisque les groupes djihadistes peuvent frapper. On l'a vu un peu partout, ce n'est pas typiquement lié à Bamako. Au niveau de la ville de Bamako, il y a un niveau de sécurité qui, pour moi, est acceptable, mais qui doit continuer à s'améliorer, ce qui va de soi, pour effectivement montrer que les groupes djihadistes doivent avoir plus de difficultés à atteindre ces villes. Ça va de soi et ça va dans un sens d'amélioration continue du niveau de sécurité. Mais les deux, je tiens à le dire, les deux aspects ne sont pas comparables parce que les groupes djihadistes, on peut montrer en fait, pas seulement au Sahel, mais on a vu partout dans le monde que les groupes djihadistes peuvent frapper. Et la capacité de frappe des groupes djihadistes, ça reste encore une fois quelque chose de sporadique. Et ça montre bien que c'est pas forcément lié au niveau de sécurité, même si le niveau de sécurité doit être renforcé. Pour vous qui travaillez sur les questions sécuritaires au Mali, quelle est véritablement la force de frappe des groupes armés aujourd'hui au Mali, alors que la montée en puissance de l'armée sur le terrain est soulignée régulièrement par les autorités? Je pense que ce n'est plus un effet d'analyse aujourd'hui. La montée en puissance de l'armée est un fait. Il y a aujourd'hui des moyens qui sont là. Il y a aussi une armée qui est opérationnelle, qui couvre une certaine partie du territoire. Il y a des résultats aussi, notamment on peut parler de Kidal. Il y a eu des villes qui ont été récupérées. Il y a de l'armement. Ce sont des faits qui permettent d'analyser la montée en puissance. Donc on ne peut pas nier cet aspect-là. Par contre, par des actions sporadiques qui marquent le coup des groupes djihadistes, effectivement, on peut penser que en réalité, ça met en cause le niveau de sécurité ou cette montée en puissance. Je ne le pense pas en tant qu'analyste. Je pense que la force de frappe sporadique et périodique des groupes armés et des groupes terroristes, ça ne se prouve pas qu'au Sahel. C'est quelque chose qui a pu se prouver en fait par ailleurs dans le monde. Par ailleurs, le niveau de sécurité des villes doit s'améliorer. Ça, c'est une nécessité et une nécessité évolutive. Les groupes armés et les groupes terroristes sont forts dans le fait de faire des actions sporadiques et périodiques pour marquer le coup, leur présence. Mais ça ne prouve en rien leur capacité à occuper durablement des terres. Quelle réponse pourraient bien apporter les autorités maliennes en termes de sécurisation de la capitale Bamako? Car on se rappelle, il y a plusieurs mois de cette autre attaque qui avait visé la ville garnison de Kati, juste au-dessus de Bamako. Ça reste, comme je le disais, des actions périodiques et sporadiques.
difficile à contenir puisque les villes au Sahel, comme partout dans le monde, sont des villes vivantes, où il y a des mouvements de personnes. Maintenant, je pense que comme les autorités maliennes le font déjà, ça va être renforcé. Le contrôle à ce niveau va devoir être fait de façon plus dure. La forte présence des forces de l'ordre, que ce soit à Bamako ou dans d'autres villes, puisque c'est déjà le cas dans d'autres villes et à Bamako également, où certaines artères sont déjà surveillées. Maintenant, je pense que ça va augmenter puisque c'est là une des préconisations qui serait faite. Donc, je pense que cette sécurisation va devoir être renforcée. Ça va de soi, c'est une amélioration. Je finis en disant que l'action des groupes armés, des groupes terroristes reste, il ne faut pas l'oublier, des actions périodiques. Et des actions périodiques sont des actions très difficiles à intercepter. Merci à vous, Mohamed de Maïga. Je rappelle que vous étiez en ligne avec nous. Vous êtes spécialiste des questions sécuritaires au Sahel central. Ainsi prend fin ce programme. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'heure des citoyens. Ne manquez surtout pas votre débat sur la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme dans la région ouest africaine. Merci de votre fidélité à la West Africa Démocratie Radio. Bon week-end à toutes et à tous.